Salut à tous, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Médian pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent, et c'est bien dans Hebdo Santé qui fait cette semaine un zoom sur l'autisme dont c'était la journée mondiale de sensibilisation le 2 avril dernier. Et nous allons nous intéresser ici à l'accompagnement dont ont besoin les personnes autistes, et cela grâce à des experts de la question. Madame Godet-Constance, bonjour. Bonjour Monsieur Kouakou. Alors, vous êtes ingénieure en transport logistique et éducatrice spécialisée libérale. Vous êtes également la présidente fondatrice de l'ONG Bien-être mental de tous. C'est une organisation qui fait de la sensibilisation sur les troubles des apprentissages chez les enfants et également sur les personnes du troisième âge. Exactement. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir avec nous sur le plateau. Et on a partagé. Également pour cette émission, Monsieur Kwasi Emisati, qu'on retrouve avec beaucoup de bonheur. Bonjour Monsieur Emisati. Bonjour Monsieur Kouakou. Alors vous êtes psychologue clinicien, psychopathologue et psychothérapeute à She Voices et psy-trouteur, consultant formateur et secrétaire général adjoint du réseau des jeunes psychologues de Côte d'Ivoire. C'est ça. À nouveau, bienvenue sur le plateau d'Hebdo Santé. Et j'allais dire merci encore d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler de ce sujet assez important. Alors, première question tout de suite. Comment accompagne-t-on une personne autiste ? Alors, merci pour cette question, mais déjà avant d'accompagner une personne autiste, il faudrait pouvoir diagnostiquer l'autisme. D'accord. Voilà. Donc, pour diagnostiquer l'autisme, il faut dire que ce sont les pédopsychiatres qui posent le diagnostic. D'accord. Bien sûr, après avoir fait une panoplie d'examens médicaux, d'examens psychologiques, orthophoniques et autres. Donc, c'est tous ces éléments que le pédopsychiatre rassemble pour poser le diagnostic. D'accord. Pour dire cette personne est autiste. Voilà. Donc, on ne peut pas se baser sur les signes pour dire, comme la personne présente tel signe, c'est-à-dire une communication non verbale, un comportement stéréotypé, ça veut dire forcément qu'il est autiste. Ah, d'accord. Non. Ok. Non. Donc, il faut des examens, comme vous l'avez dit, avec ces spécialistes, les pédopsychiatres, qui vont donc confirmer que soit l'enfant ou la personne souffre de l'autisme. C'est ça. D'accord. Donc, en principe, c'est d'abord le pédiatre. Donc, je remarque que mon enfant, par exemple, ne parle pas jusqu'à 3 ans. Je remarque qu'il joue seul, il ne s'intéresse pas aux autres. Donc, je vais voir le pédiatre pour voir s'il n'est pas malade. Et le pédiatre, en fonction des signes cliniques que l'enfant présente, il va vous référer au pédopsychiatre. Et c'est le pédopsychiatre qui va demander d'autres examens médicaux, psychologiques et autres pour pouvoir poser le diagnostic. D'accord. Alors, à partir de ce moment, c'est un traitement ou l'accompagnement commence ? Ben, il peut avoir un traitement au cas où l'enfant présente des troubles du comportement. Donc le neurologue ou le pédopsychiatre vont prescrire des médicaments pour calmer son hyperactivité ou les crises qu'il a. Parce qu'il y a des formes d'autisme qui sont liées à des pathologies neurologiques. D'accord. Donc il va falloir soigner ça d'abord et puis maintenant faire la prise en charge. Donc si l'enfant ne parle pas, il va avoir un orthophoniste. S'il y a des troubles du comportement, il va avoir un psychologue. S'il ne marche pas ou il a des problèmes psychomoteurs, il va avoir un psychomotricien. Donc on va traiter en fonction de la manifestation qui se présente. D'accord. Donc à partir de quel moment l'accompagnement intervient ? L'accompagnement est sur plusieurs niveaux. Le pédopsychiatre va suivre régulièrement tous ces différents bilans. Il va voir l'évolution de l'enfant. Et il y a aussi un accompagnement au niveau des parents. Parce que la prise en charge de l'enfant autiste prend en compte aussi les parents. Donc il y a des habitudes qu'il va falloir intégrer au niveau de la maison pour que l'enfant puisse évoluer sainement dans son environnement. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les personnes qui font l'accompagnement ? Vous avez parlé donc des pédopsychiatres tout à l'heure. Il n'y a que ces personnes, il n'y a que les pédiatres ? Non.
Il y a le pédopsychiatre, il y a l'orthophoniste. Comme je dis, c'est selon le besoin de l'enfant. Selon le besoin de l'enfant. Selon le besoin que l'enfant exprime. Le psychomotricien, l'ergothérapeute, les éducateurs spécialisés. Et il y en a qui parfois ont besoin des accompagnants des élèves en situation de handicap en classe pour pouvoir permettre à l'enfant de suivre les cours comme les autres enfants. Donc, c'est quelque chose de pluridisciplinaire. Voilà. Également interviennent dans cet accompagnement donc les psychologues. Bien sûr. Oui. Alors, vous intervenez à quel niveau en tant que psychologue? Alors, comme elle a déjà dit, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement. Déjà, quand on finit dans l'établissement du diagnostic, il va avoir besoin de spécifier les différentes difficultés. Parce que c'est vrai qu'on parle d'autisme, on pourrait parler de troubles du spectre autistique. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un spectre autistique qui peut être troublé. Et donc, en fonction des difficultés que la personne va présenter, vous allez voir si un trouble du langage ou bien une déficience intellectuelle, il y aura besoin de mesurer par exemple. Donc, si on a mesuré une déficience intellectuelle, quelles sont les habitudes qu'on peut mettre en place pour aider l'enfant à se développer? Donc, ça va intervenir sur l'aspect cognitif. Et l'accompagnement, il se fait pas seulement avec l'enfant, mais aussi avec les parents. D'accord. Et toutes les personnes qui vont intervenir dans la chaîne parfois. Donc, il pourrait être intéressant dans un accompagnement pour un enfant qui souffre d'un trouble de spectre autistique, de dire aux parents, voici différentes attitudes qu'on va travailler, mais pas seulement ça, parce que quand le parent se rend compte que l'enfant a un problème, une difficulté, il y a toute une série de mécanismes qui vont se mettre en place. Le parent peut se sentir mal, il peut se protéger l'enfant, ou parfois même le négliger, le se protéger, mais le référer à quelqu'un d'autre. Et à la conception selon laquelle on se dit, si l'enfant a ça, c'est que c'est nous le problème, ou bien que le problème vient de quelque part d'autre. Donc il y a besoin d'attraper ce noyau-là, et puis de le rompre. Donc les attitudes hyperprotectrices, on va commencer à les descendre. Les attitudes de négligence aussi, on va les descendre pour que le parent puisse se réapproprier son enfant. Parce que pas que l'enfant qui est en difficulté. Et dans le cadre de l'enfant, je vais dire que l'accompagnement avec lui, ça va dépendre de l'âge aussi qui sera présenté. En fonction de ça, à partir de l'âge, ça soit une prise en charge qui va beaucoup plus aller avec les parents, donc dans les habitudes qu'ils vont adopter. Plus il va grandir, parce que l'enfant va l'amener à grandir, on va l'aider maintenant à se réapproprier les éléments à son niveau-là, pour qu'il puisse mieux comprendre son trouble, deux, pour qu'il puisse aussi prendre de nouvelles habitudes. Et vous allez voir que, vu qu'on parle d'un trouble de spectre autistique, qui va s'inscrire dans les troubles neurodéveloppementaux, il y a le développement qui est assez changé. Donc il y a comment lui expliquer, et puis comment aller avec lui sur ce qu'il va vivre de différents thèmes d'émotions, en termes de pensée, en termes de comportement, mais aussi en termes de potentiel. Parce qu'il ne va pas toujours vouloir forcément faire les mêmes choses que les autres, mais il ne va pas présenter les mêmes aptitudes que les autres. Donc comment on oriente le potentiel aussi de l'individu. C'est vraiment complet comme élément à prendre en compte. Et on pourrait vous citer plusieurs manières d'accompagner en fonction du type de problématique qui va se présenter au niveau psychologique. Donc les parents, l'entourage, c'est une dimension qui est assez importante dans cette démarche-là. Hein. Oui. D'accord. Il y a même parfois besoin d'aller même à l'école aussi pour établir un plan avec les personnes qui enseignent l'enfant. Ou bien même par rapport aux jouets. Il y a même des jouets qu'on pourrait recommander en fonction du type d'habitude qu'il va représenter. Enfin, c'est complexe. Là, quand on en parle, je vois beaucoup d'alternatives différentes. Bien sûr. Selon ce qui peut se passer. On va travailler sur les symptômes que l'enfant présente. Donc, il n'y a pas un schéma qui dit que il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc, non. Et puis, chaque enfant est différent. Chaque enfant peut manifester différemment son trouble. D'accord, donc en fait, dans cet accompagnement, on peut vous avoir, vous en tant qu'éducatrice spécialisée, et lui en tant que psychologue et un orthophoniste qui peuvent agir en même temps. C'est ça. Ah bon? Oui, c'est ça. D'accord. Donc quand le diagnostic est posé, on sait que, par exemple, l'enfant est non-verbal, c'est-à-dire qu'il ne parle pas ou qu'il dit très peu de mots. Donc le travail de l'orthophoniste va consister à régler ce problème de communication. D'accord. Le travail de l'éducateur spécialisé sera quotidien, un peu comme, on dirait, un infirmier qui va travailler quotidiennement avec l'enfant pour lui donner des habiletés sociales. Il va aussi travailler sur quelques activités langagères, sans trop mettre l'accent là-dessus parce que l'orthophoniste travaille déjà. Et il sera le lien entre les différents spécialistes et la famille, en plus de l'enfant. Souvent, l'école aussi. D'accord. Et à travers donc votre ONG Bien-être mental de tous, vous avez un centre qui est spécialisé donc en la matière. Bien sûr. D'accord. Et nous sommes composés de plusieurs spécialistes
orthophoniste, psychologue, tout. Donc en fonction du besoin de l'enfant, chaque spécialiste intervient. Donc il peut y avoir des cas où on n'a pas forcément besoin de l'orthophoniste, où on n'a pas forcément besoin du psychologue. D'accord. Donc c'est en fonction de ce qui se présente que le spécialiste intéressé intervient. Alors cet accompagnement, c'est à vie ou alors à un moment donné, avec le suivi, la personne autiste va retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie? Oui, c'est un truc qui est permanent. Donc on ne peut pas dire qu'il va guérir, mais on peut améliorer son quotidien. On peut l'aider, oui, on peut l'aider à améliorer son quotidien, à interagir, à ce que les gens ne sachent pas trop que la personne souffre par exemple du TSA. On peut améliorer son quotidien, mais on ne peut pas en guérir. Parce qu'effectivement, comme on dit, ce sont des aptitudes. Par exemple, les gens simplifient beaucoup les compétences humaines. Par exemple, quand on parle de lecture, de communication, ce sont des compétences. Donc, c'est ces compétences-là qu'on travaille pour aider. Par exemple, en termes de psychologie, il y a un fonctionnement qui va se mettre en place. Donc, comment la personne fonctionne au niveau mental, c'est-à-dire cognitif, comment elle recueille les informations. Donc, on peut isoler des points, puis maintenant les soumettre à l'exercice pour dire il y a tel point qui ne fonctionne pas correctement, on peut relever ça là. Et je veux dire que l'adaptation aussi va dépendre de la sévérité et des comorbidités associées. Parce que c'est vrai qu'on parle de troubles du spectre autistique parce que c'est très large. Pour en avoir avec des troubles déficitaires de l'attention ou pas, d'autres avec des difficultés intellectuelles. Et les déficits intellectuels, par exemple, dans ce cas-là, ça va dépendre de la grandeur du déficit. Si le déficit intellectuel est léger, il n'y a pas de problème. Il y a peu de chances que les gens sentent. S'il est moyen, ça pourrait se sentir un peu, mais encore très peu. Mais quand le déficit est très fort, très poussé, l'accompagnement peut parfois être à vie. Parce que quand un déficit intellectuel poussé, c'est des personnes qui ne dépassent pas un niveau intellectuel de 3 ans, par exemple. Ah bon? Oui, donc la personne aura besoin d'être accompagnée à vie. Du coup, l'autisme en lui-même, avec sa sévérité, on peut dire qu'il y a un bon accompagnement, un bon pronostic qui peut être fait. Mais les troubles associés peuvent vraiment compliquer les choses. Alors, en termes de les plus grandes complications, je pense que ce sont celles du déficit intellectuel, des troubles moteurs aussi qui pourraient être très, très, très perturbateurs. Ça, c'est ce qui a été relevé. Après, au niveau de tout ce qui est langage... Les crises épileptiques. Oui, les crises épileptiques aussi. Qui peuvent également survenir. Waouh. D'accord. Donc, c'est complet. C'est vraiment, comme on dit, neuro, ça touche le développement même de l'individu. Donc, plus c'est pris tôt, plus je pense qu'on pourra mieux aider. Et ça, les spécialistes essaient de voir comment on pourrait faire le diagnostic précoce, par exemple. Après, ils essaient de voir à partir de 3 ans, est-ce qu'on n'aurait pas des signes qui permettent déjà de diagnostiquer l'autisme et de le prendre en charge. Assez tôt? Assez tôt, oui, bien de prévenir même déjà avant que l'enfant naisse, quelles sont les habitudes. Mais là encore, je dirais, au niveau génétique, il n'y a pas encore d'éléments qui permettent ça. Ils ont pu isoler 1-2 gènes, mais il y a plus que 2 formes d'autisme. Ah bon? Il y a plus que 2 formes d'enfant. C'est pour ça qu'on dit que c'est un spectre. C'est large comme ça. Vous avez une partie là, une partie ici. Et vous pouvez avoir des personnes même qui sont là, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas peut-être la fixation et tout, mais se trouvent dans le spectre d'une certaine manière à cause d'un comportement qu'on retrouvera typiquement chez les personnes qui sont dans le spectre de l'autisme. C'est-à-dire vous allez avoir peut-être un retrait social. La personne arrive à communiquer correctement. Elle arrive à avoir des intérêts pas monocentrés. Elle arrive à échanger avec d'autres personnes. Vous allez voir une certaine tendance au retrait social qu'on peut appeler une tendance au retrait social de type autistique. Donc ça pourrait la mettre sur ce spectre-là. Mais ça ne veut pas dire que la personne aura peut-être besoin d'un accompagnement. Donc ici, ça serait d'aider la personne peut-être à... Si ça pose un problème. Parce que des trucs qu'on dit toujours, c'est est-ce que ça pose un problème déjà? Ça pose un problème. Parce que ça peut ne pas poser de problème. Si la personne n'a pas de handicap, que la personne arrive à s'intégrer correctement, elle vous dit que ça ne pose pas de problème. Donc il y a vraiment la question de quel est le besoin exprimé, surtout sur ce spectre. D'accord. Alors, j'en reviens à votre expérience au niveau donc, de votre centre, de l'ONG Bien-être mental pour tous. Est-ce que, je veux dire, l'accompagnement, vous avez parlé donc des spécialistes, mais les parents qui observent le comportement, les attitudes de l'enfant autiste peuvent venir vers vous pour demander un accompagnement, c'est cela? Oui, très souvent, les parents viennent vers nous parce qu'il y a eu des recommandations. Mais la plupart du temps, les parents refusent d'accepter le diagnostic.
Il y en a qui disent que c'est de la sorcellerie. On a lancé quelque chose à l'enfant. Moi, j'ai eu une famille où papa et maman se rejetaient la pierre. Papa disait que c'était une attaque mystique côté maman. Maman disait que c'était une attaque mystique côté papa. Même si moi, je savais que l'enfant présentait des signes du TSA. Donc, j'ai demandé aux parents d'aller voir le pédopsychiatre qui, lui, avec son approche, a réussi à les convaincre. Et aujourd'hui, l'enfant, ça va. Il arrive à parler. D'accord. Il arrive à interagir avec les autres enfants parce qu'on a pu faire assez tôt la prise en charge. Donc, il faut que les parents acceptent le diagnostic. Parce qu'il y en a qui viennent, on pose le diagnostic et puis ils repartent. Ils disent non, c'est pas possible. Il n'a rien. Oui, c'est pas possible. Donc, l'accompagnement est vraiment... D'accord. Donc on peut dire que, je vais dire, jusqu'à ce jour, il n'y a pas beaucoup de parents qui acceptent véritablement l'accompagnement de leurs enfants. Non. Les gens ont peur surtout aussi du regard des autres. Quand je sors avec l'enfant, il se comporte mal, il met la honte sur moi. C'est comme ça, c'est le thème comme tu dis, il met la honte sur moi. Les gens me regardent mal, on dit que j'ai mal éduqué mon enfant, pourquoi il se comporte comme ci, pourquoi est-ce qu'il fait ça. Du coup, on le laisse à la maison, on ne sort pas avec lui. On n'échange même pas avec lui parce qu'on a honte de lui. On a honte de la manière dont il se comporte vis-à-vis des autres. Donc vous allez avoir par exemple affaire à des enfants, vous arrivez chez les parents, il est caché. Dès qu'il y a des étrangers, on l'enferme dans la chambre pour ne pas qu'il dérange. Voilà. Alors je vais en revenir au couple dont vous avez donné l'exemple tout à l'heure. Lorsque monsieur et madame ont finalement accepté, vous avez dit, chez l'enfant, ça va aujourd'hui. Oui, ça va. Donc, ils l'ont battu, hein. Ah. Oui, on disait qu'il faisait exprès. On disait qu'il faisait exprès, qu'il était têtu. C'est parce qu'il voulait juste s'opposer. Donc, on le frappait. On le frappait. Beaucoup. Et quand ils ont compris qu'effectivement, il souffrait d'une maladie et qu'il fallait donc lui accorder de l'attention, un suivi, vous avez dit que ça va aujourd'hui. Donc, cela prouve que l'accompagnement a tout son rôle. Bien sûr. De la personne autiste. Bien sûr. D'accord. Parce qu'avec le diagnostic, l'école sait comment travailler avec l'enfant. On sait quel genre d'aide lui apporter pour qu'il puisse interagir avec ses amis. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a aujourd'hui en Afrique les structures adéquates pour véritablement accompagner ces personnes-là, M. Missati? Alors, en termes de structure, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'ONG et de cabinets indépendants qui font le travail. Au niveau de l'État, c'est vrai qu'on a une guidance infantile à l'INSP d'Adjamé. On a aussi le Santé Bonlé qui s'occupe uniquement des cas d'autisme. Mais je pense que ça ne devrait pas suffire parce qu'on est vite surchargé là-bas. Et je sais qu'actuellement, ils sont en train de mettre en place de quoi permettre aux professionnels dans les différents hôpitaux de pouvoir diagnostiquer le dossier, enfin pas diagnostiquer, de pouvoir orienter, et aussi de mettre en place des centres afin qu'on puisse effectivement prendre en charge. Parce qu'il y en a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément atteintes de TSA, mais il y a beaucoup d'enfants avec des difficultés. Et la première personne qu'on croise quand c'est un enfant, il y a le pédiatre. Donc il faut que le pédiatre déjà puisse repérer pour dire attention, il y a tel élément qui pourrait mettre l'enfant en danger. Et après, les autres professionnels pourront rentrer dans la chaîne. Donc déjà, il y a ce niveau-là où il faut informer les personnes de l'hôpital de façon générale. Ensuite, pour les professionnels dans le domaine, maintenant, il faudrait trouver quel professionnel aussi. Parce qu'il y a un petit truc du coup, c'est que les gens disent qu'ils ne voient pas les professionnels. Et aussi les professionnels disent que les gens ne viennent pas assez souvent. Donc il y a quand même, on ne sait pas, c'est la poule et puis l'œuf. D'accord. Et donc ça fait qu'en termes d'accompagnement, même s'il y en a, je pense qu'il y en a quand même, mais ce n'est pas chez tout le monde que ça part. Et ce n'est pas tout le monde qui a l'information d'où se trouvent les centres. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui sait c'est quoi réellement. Comme elle avait dit, quand on voit un enfant faire comme ça, le premier truc qui vient en tête, c'est l'enfant il est impoli. Attends, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit au même niveau d'information, pour que les populations comprennent qu'effectivement c'est important, pour que les centres également, je veux dire, se fassent connaître? Alors, le premier aspect sur lequel il faut jouer, c'est les premières personnes que les parents vont rencontrer. C'est-à-dire les médecins généralement. Ils ont beaucoup plus de confiance. Parce qu'on se dit le médecin directement, c'est la personne qui soigne. Ensuite, il faut avoir une petite sensibilisation quand même. Bon, je ne dirais pas petite sensibilisation de façon générale sur le sujet et sur la question de la santé mentale pour inclure ça dedans. Parce que c'est que quand on parle de santé mentale, les gens pensent directement dépression, schizophrénie, tout bipolaire, mais ils ne prennent pas en compte cette difficulté-là.
Et il faudra aussi insister sur la santé mentale périnatale. D'accord. Moi, je pense que quand des parents vont avoir des enfants, ou bien d'autres personnes seront amenées à avoir des enfants, mais vont penser, il faut leur expliquer que c'est des choses qui peuvent arriver. Et ce n'est pas la faute des parents, ce n'est pas la faute de quelqu'un dans tous les cas. C'est des anomalies, parfois des déviations qui sont déjà présentes. C'est vrai qu'on parle d'autisme avec le trouble du spectre autistique actuellement, mais quand je consultais les données sur le trouble du spectre autistique, c'est que c'est un mode de fonctionnement du cerveau qui était déjà présent il y a une certaine époque, mais comme on évolue au point où c'était plus nécessaire, on est devenu beaucoup plus sociaux et que c'est plus de grande utilité, ça a beaucoup plus disparu. Donc là déjà pouvoir expliquer aux parents que c'est un truc qui est déjà présent, qui peut venir, mais pas forcément le prendre comme une maladie, comme on dit à des formes handicapantes et non handicapantes. Et puis faire passer l'information, par exemple, je sais que l'INSP d'Adjamé, tout le monde passe devant, mais il y a peu qui savent qu'il y a un service de santé mentale au fond. L'INSP d'Adjamé, c'est en Côte d'Ivoire. Hein, c'est en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire, d'accord, ok. Alors, lorsqu'on jette un regard sur le thème de la dernière journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, on vient de voir donc toute l'importance de l'accompagnement des personnes souffrant également, notamment de l'autisme. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une composante qui peut aider à ce que ces personnes-là, je dirais, puissent avoir ressenti des changements positifs chez ces personnes-là, les personnes autistes? Oui, bien sûr, l'accompagnement peut aider, l'accompagnement aide, puisque c'est ce qu'il faut pour que l'enfant ou la personne en situation de handicap puisse vraiment s'intégrer comme les autres personnes. Moi, je pense que ce qui coince un peu, c'est le volet financier, l'aspect financier, l'accès aux soins qui coince un peu par moment. Donc parfois, vous avez des parents qui sont conscients par rapport à tout ce qu'ils ont entendu, par rapport à tout ce qu'ils savent, que l'enfant a un problème, mais compte tenu des moyens, ils refusent d'accepter que... Qu'est-ce que vous leur dites maintenant qu'on leur parle? On a cette émission pour certainement aider à changer les perceptions. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur demande de quand même continuer à aller dans les hôpitaux publics comme l'INSP. Il y a quand même des médecins qui peuvent prendre en charge ces enfants-là et même ces familles-là, pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens. Parce que pour tout le monde, on demande généralement l'EEG, l'IRM. Il y a des hôpitaux publics quand même qui font ça. C'est vrai que c'est parfois un peu coûteux, mais au moins déjà, c'est la base. Il faudrait qu'on sache l'activité cérébrale de l'enfant avant la prise en charge. D'accord. Donc, il faut se référer aux hôpitaux publics, aux personnes qui peuvent aider, comme notre ONG, qui peuvent aider ces parents-là, et même ces enfants en difficulté. D'accord. Donc, vous recevez tout le monde, hein? Oui, nous on reçoit tout le monde. D'accord. Et pour certaines personnes, on lance des collectes de fonds pour pouvoir garantir les examens médicaux. D'accord. Donc pour vous retrouver, on peut aller sur quelle plateforme pour vous retrouver l'ONG Bien-être mental de tous? C'est ça. Sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. D'accord. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook qui est très active. Sur cette page, nous faisons très souvent des petites capsules pour sensibiliser les parents sur les différents problèmes des enfants. D'accord. Monsieur Missati, on va terminer donc avec vous. Une recommandation majeure pour tous ceux qui nous suivent au sujet donc de cet accompagnement, de l'importance de cet accompagnement pour les parents. Alors, un élément de recommandation majeure, vu qu'on a déjà parlé du coût financier du suivi, moi je dirais que c'est de préparer les parents à qu'est-ce que ça peut impliquer d'avoir un enfant. Parce que sur le long terme... D'avoir un enfant autiste? D'avoir un enfant autiste, mais d'avoir même un enfant de façon générale. Ah, d'accord. Parce que je me dis que le trouble du spectre autistique, c'est un truc qui va toucher généralement l'enfant. L'enfant, il aura un parent. Et si le parent est préparé et que l'acceptation passe mieux, alors les autres étapes pourront plus facilement passer. Si les autres étapes pourront plus facilement passer, donc se préparer déjà à ce que ça impliquera. D'accord. Parce qu'il ne sera pas forcément toujours en très bonne santé. Et c'est parfois lourd. Donc est-ce qu'on est déjà prêt à ce que ça implique de se dire je vais investir tout mon temps sur cet enfant-là, sachant que c'est assez difficile, et d'accepter aussi de se faire accompagner soi-même. Parce que c'est quand on est équilibré qu'on peut accompagner son enfant en difficulté. D'accord. Donc les parents même acceptent de se faire accompagner lorsqu'ils ont du mal à accepter la maladie de leur enfant, et lorsqu'ils finiront par accepter, ils pourront donc aisément suivre
accompagner également leurs enfants, toujours avec le soutien de vous les spécialistes, éducateurs spécialisés, psychologues, orthophonistes et tout ça. En tout cas, on vous dit infiniment merci pour tout ce que vous faites et pour toutes ces informations que nous avons reçues ici. Madame Godé-Constance, je rappelle que vous êtes ingénieure en transport logistique et éducatrice spécialisée. Libérale, vous voulez qu'on ajoute ça, hein? Bien sûr. Libérale, présidente fondatrice de l'ONG Bien-être mental de tous, une organisation, vous l'avez dit à l'instant, qui fait donc de la sensibilisation, qui aide également les personnes qui ont des troubles d'apprentissage, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les personnes du 3e âge. Et vous êtes donc accessible, ONG Bien-être mental de tous. C'est ça. Merci en tout cas Madame Godé-Constance, également merci à vous. Monsieur Kwasi Emisati, vous êtes psychologue, clinicien, psychopathologue, c'est ça, non? C'est ça. Et psychothérapeute à She Voices et site auteur, consultant formateur et secrétaire général adjoint du réseau des jeunes psychologues de Côte d'Ivoire. Vous allez certainement bientôt passer chez les psychologues adultes. Allez, c'est donc la fin de cette émission. Merci à l'équipe de réalisation et à vous l'avoir suivi. J'aurai plaisir donc à vous retrouver pour un autre numéro d'ici. La bonne suite des programmes sur Médian TV.